Bien, j'espère que le repas s'est bien déroulé, que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop envahi par une lassitude postprandiale et que vous êtes encore très vif d'esprit pour écouter nos prochains orateurs. Est-ce qu'on a le feu vert du diaporama? C'est bon? On va partir. Alors nous avons une session qui est centrée autour du repérage et de l'orientation des pathologies duelles, donc 3 intervenants. Les docteurs Julie Dupuy et le docteur Valentine Delaunay, chacun se présentera peut-être pour qu'on les connaisse mieux, et Serge Vanière, donc, qui est le délégué régional de l'UNAFAM, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être là aujourd'hui. Madame Dupuy, je vous laisse vous présenter et donc vous allez nous parler du repérage des pathologies duelles en médecine générale et parcours de soins. Merci beaucoup. Donc, Julie Dupuy, je suis médecin généraliste en maison de santé pluriprofessionnelle universitaire à Pain-Just-Arrêt, pas loin d'ici. Et dans la maison de santé, nous avons une microstructure médicale addiction en convention avec ARPAD. Je suis également professeur de médecine générale à la faculté de santé. Voilà, donc le but c'est de vous parler de repérage des pathologies duelles en soins primaires, puisque on l'a entendu ce matin sur tous les dispositifs hospitaliers qui existent, mais les patients ont un premier recours et un premier contact souvent en médecine générale ou avec d'autres professionnels de santé, infirmiers, kinés, pharmaciens, en ville, en libéral. Et donc, on commence par un constat peut-être. On ne va pas refaire ici le match de la formation et je ne ferai pas l'affront de dire il faut former les médecins généralistes étant médecin généraliste, parce que c'est souvent ce qu'on entend en congrès en psychiatrie ou en addictologie. Nous avons une discipline en médecine générale universitaire qui est jeune, puisque nous avions une formation qui, avant 2004, n'était pas une spécialité en soi. Et on partage un peu ce point commun avec l'addictologie, qui est aussi une spécialité jeune. Et vous voyez dans cette enquête qui est sortie pendant le Covid, qui était vraiment centrée sur les médecins généralistes au Royaume-Uni, qui voulaient s'intéresser un peu au burn-out chez ces médecins-là, et ça les comparait avec des médecins de 10 autres pays dans le monde. Et finalement, ce qui était intéressant dans cette enquête, que j'avais lu... Vraiment pas du tout dans cet objectif-là, mais j'ai retrouvé ces données qui sont assez parlantes. Quand on regarde les médecins généralistes français, ils sont en rose ici. Quand on leur demande s'ils sont à l'aise, est-ce qu'ils pensent qu'ils ont assez de compétences et d'expérience pour s'occuper des patients qui ont certaines caractéristiques, on voit que pour les patients qui ont besoin de soins palliatifs, qui ont des maladies chroniques, je vais essayer de descendre, ouais. Voilà, on est dans la moyenne. Et puis quand on parle déjà de santé mentale, eh bien, on est en queue de file, puisque là, c'est les médecins qui se sentent 100% de compétences et très à l'aise pour prendre en charge. Et puis, quand on regarde, eh bien, finalement, pour les patients qui ont des addictions, on voit qu'on est très bas, à peu près 50% des médecins généralistes qui disent qu'ils se sentent assez de compétences et assez formés, assez prêts pour prendre en charge ces patients. Donc c'est un constat qui est toujours d'actualité en 2022, certainement dû à une spécialité en médecine générale et en addictologie, des spécialités qui sont jeunes et à un besoin de formation. Néanmoins, les formations, ça prend du temps, c'est long, ça ne résout pas les problèmes de façon rapide, même si au niveau des facultés, tous les départements de médecine générale font des efforts pour former les internes à la santé mentale et à l'addictologie. Et donc... ce dont on a besoin en plus, c'est des moyens, des outils pour que les médecins généralistes sur les terrains soient plus à l'aise avec ces thématiques et puissent prendre en charge plus facilement ces patients. Donc au niveau du collège de la médecine générale, que je représente aussi puisque je suis dans le groupe addiction et réduction des risques du collège de la médecine générale, c'est notre société, notre collège national professionnel. Et donc il y a eu un travail, une convention avec la MILDECA et avec la mission interministérielle de lutte contre les drogues et conduites addictives pour proposer un kit avec des fiches pratiques et qui permettent de faire du dépistage et d'informer sur les différentes pathologies dans un format très court, très succinct, avec surtout beaucoup de liens qui permettent d'aller consulter des ressources. Et donc ça a été diffusé à l'ensemble des contacts du collège de la médecine générale, donc tous les médecins généralistes maintenant peuvent trouver ce kit assez facilement. Il y a une fiche, pathologie duelle, qui reprend un peu, alors je n'ai pas tout mis bien sûr, je vous ai mis le lien en bas si vous voulez la consulter, qui reprend un peu qu'est-ce qu'une pathologie duelle, quelles sont les différentes caractéristiques cliniques de ces patients et les besoins en termes de santé.
Et puis, vous voyez que sur la prise en charge, on insiste sur la coordination des soins. Et c'est ça que je voudrais évoquer avec vous, parce que plus que le repérage en médecine générale, ce qu'on a besoin pour repérer, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait des patients. C'est comme un peu avec les violences conjugales et avec tous les sujets un peu sensibles qui ne sont pas forcément dépistés. Quand on ne les dépiste pas, c'est que des fois, on est mal à l'aise, et pas avec la prise en charge, et que donc finalement, dépister pour après être bloqué avec une situation, ce n'est pas une situation dans laquelle on est à l'aise professionnellement. Donc on a besoin vraiment de se sentir qu'on a des ressources et des moyens à mobiliser pour pouvoir donner une réponse à ces patients quand on les repère. Donc on a au niveau addiction des dispositifs qui sont mis en place et expérimentés dans notre région, en Occitanie, qui sont les microstructures médicales addiction, qui sont des dispositifs qui viennent du Grand Est, qui ont été développés, qui sont vraiment une organisation de soins qui vient du terrain, qui a été développée par les soignants dans le Grand Est, qui a été très développée avec une coordination nationale des réseaux des microstructures maintenant qui est en place. Et puis l'ARS Occitanie est une ARS qui expérimente ce dispositif. Et donc finalement vous voyez sur la carte qu'il y a un certain nombre de microstructures médicales addiction sur le territoire. Alors qu'est-ce que c'est la microstructure médicale addiction ? C'est en fait pas le patient qu'on va adresser quelque part, mais au contraire le patient qui va rester avec son médecin généraliste dans son cabinet. Par contre, on va lui apporter des moyens, on va lui apporter un temps de travailleur social et un temps de psychologue qui vont venir régulièrement sur une séquence hebdomadaire ou bi-hebdomadaire dans la maison de santé ou dans le cabinet de médecin généraliste et qui vont pouvoir apporter un étayage psychosocial important au médecin généraliste du cabinet. Alors ça se fait en convention avec un XAPA et généralement le travailleur social et les psychologues sont libérés d'un certain temps pour venir dans la maison de santé, et puis les psychologues peuvent aussi participer en étant en libéral, et c'est notre mode de financement, mais peuvent aussi participer à la microstructure. Ça permet, donc pour le patient, une prise en charge travailleur social et psychologue tout à fait gratuite et coordonnée avec le médecin généraliste. Ça permet pour les médecins généralistes de se sentir plus à l'aise et de pouvoir repérer ces patients qui ont une addiction, puisqu'en effet, ils ont un moyen de répondre et ils ne vont pas se sentir seuls dans la prise en charge, ils ne vont pas être isolés, ils vont pouvoir échanger au sein de réunions de concertation pluridisciplinaire avec les autres intervenants. Et puis ça permet un lien avec le XAPA, un adressage des patients, des échanges, des transferts de compétences des deux côtés. Au niveau des dispositifs de soins en psychiatrie, on a également des choses particulières en Occitanie pour le médecin généraliste et pour les soignants de premier recours. On a un dispositif de soins partagé en psychiatrie qui est sur le CHU de Purpan qui permet aux médecins généralistes d'adresser les patients qui ont un trouble psychiatrique pour avoir une évaluation, une proposition de thérapeutique et qui permet après d'avoir un suivi partagé. Alors le DSPP ne fait pas un suivi, il renvoie le patient vers le médecin généraliste ou vers un psychiatre s'il en a besoin, vers une autre offre de soins. Et donc va pouvoir proposer une prise en charge et ça permet d'avoir un œil sur un patient, un moment, une évaluation, une confirmation d'un diagnostic ou alors un diagnostic correctif qu'on n'avait pas forcément pensé comme ça, en tout cas une évaluation du psychiatre qui nous permet d'être plus à l'aise dans la pratique et de pouvoir suivre le patient ensuite de façon tout à fait à l'aise au cabinet. Également pour la psychiatrie, donc il y a Mon Soutien Psy qui est, vous savez, le nom maintenant du dispositif de remboursement de la psychothérapie, qui ne fait pas l'unanimité, je le sais, parmi les psychologues, mais qui rend des services quand même en tant que médecin généraliste, malgré toutes les limites du dispositif, qui permet quand même d'offrir un soutien psychothérapeutique aux patients. Et puis des dispositifs plus innovants qui existent, puisqu'il y a également des modèles collaboratifs en santé mentale, avec des modèles qui sont expérimentés notamment dans les Yvelines. C'est le modèle Sésame, qui vient un peu d'un modèle de soins qui vient des États-Unis, où il y a un infirmier qui est un peu case manager, gestionnaire de cas en français, et qui va pouvoir faire le lien avec le médecin généraliste sur les patients qui ont des pathologies psychiatriques, pouvoir avoir un avis du psychiatre par téléexpertise, référer certains patients plus sévères, et pouvoir aider également à la gestion et au suivi de ces patients. Donc ça, c'est un dispositif qui est
qui était expérimental avant, qui est maintenant fait l'objet d'un article 51, donc qui va pouvoir être diffusé, être expérimenté de façon plus large en région Île-de-France. Donc tout ça pour dire qu'il existe des dispositifs finalement en addicto avec des choses qui se mettent en place en pluriprofessionnalité en soins primaires, des choses qui se mettent en place, des dispositifs un peu innovants, centrés sur les besoins des soins primaires en psychiatrie, mais que finalement, pour les patients ayant des pathologies duelles, on se retrouve toujours avec la dichotomie addicto ou psychiatrie, et finalement, c'est quand même compliqué d'adresser un patient qui a une pathologie psychiatrique à la microstructure, et vice-versa, d'adresser un patient qui a une addiction au DSPP, ou enfin en tout cas, c'est moins la fibre qui est donnée, la tonalité qui est donnée. Donc on est toujours en attente de dispositifs qui peuvent quand même relever ce challenge. Alors il y a maintenant des microstructures, je crois que je l'ai mis après. Oui, il y a maintenant des microstructures santé mentale qui existent. Donc on a le développement de microstructures médicales addiction, le développement de microstructures santé mentale, le développement de microstructures précarité aussi. Bon sens et la pertinence clinique voudraient peut-être, dans une perspective de premier recours et de premier accès aux soins, que ces dispositifs fusionnent après et deviennent des microstructures médicales un peu intégrées. Alors j'hésitais sur le terme, global, intégré, je ne sais pas comment il faudra l'appeler, mais en tout cas des microstructures qui pourraient répondre aux cas complexes en médecine générale, que ce soit sur le plan psychiatrique, addictologique, précarité, puisque toutes ces conditions se mêlent généralement. Et donc, voilà, ça pourra être une piste à venir. Enfin, les soins primaires sont quand même, on est en train de passer d'un modèle où le médecin généraliste était seul, isolé dans son cabinet, à une nouvelle génération qui est plutôt attirée par l'exercice de groupe en maison de santé pluriprofessionnelle, avec vraiment un travail en pluriprofessionnalité avec les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, tous les professionnels paramédicaux et autres professionnels de santé. Et donc, ce travail en MSP est aussi porteur de travail sur le soin des addictions. J'ai dirigé récemment une thèse de Pierre de Clermont qui était là-dessus. Et on voit que finalement, il a interrogé toutes les maisons de santé, alors, tout n'ont pas répondu, mais la plupart des maisons de santé d'Occitanie et centres de santé, et finalement la moitié de ces maisons de santé et centres de santé mettaient en place des projets pour le soin des addictions, principalement centrés sur le mois sans tabac, mais c'est déjà un premier travail, et on voyait qu'il y avait quand même un fort intérêt pour les microstructures médicales addiction. Donc voilà, je pense qu'il y a tout un travail et des perspectives de soins et de travail pluriprofessionnel pour développer l'accueil des patients ayant des pathologies duelles en soins primaires. Ce sera tout. Merci. Merci beaucoup, professeur Dupuy. Des questions dans la salle? Juste peut-être pour amorcer, il y a toute une réflexion autour de la territorialité, c'est-à-dire c'est toutes ces microstructures finalement, que ce soit les CPTS, après PTCM, etc. Est-ce que finalement c'est quelque chose auquel vous réfléchissez, c'est-à-dire d'organiser finalement des réseaux au sein de territoires repérés maintenant, qui peuvent être des CPTS par exemple? Ouais. Alors c'est tout à fait le rôle en effet des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé. Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le regroupement un peu des professionnels sur des bassins de population. Donc c'est des bassins de population assez larges, qui peuvent aller de 50 000 à 150 000 personnes. Et donc les professionnels de santé s'organisent entre eux pour créer une CPTS qui a des moyens, un financement qui vient de l'ARS puis de la CPAM pour pouvoir mettre en place des projets de santé, organiser le parcours de soins des patients. Et donc en effet, je pense que les microstructures se mettent en lien localement avec les CPTS et on a toute une réflexion là-dessus à faire pour grader le soin entre le soin primaire, le second recours, les hospitalisations en dernier recours. Et ce qu'on voit d'un travail qu'on a dirigé vraiment sur les patients qui consultent en microstructure, c'est que finalement, pour 90% de ces patients, ils n'avaient jamais consulté, par exemple, en XAPA. Donc c'est vraiment toute une partie de la population qui est en effet, qui est en soins primaires et qu'il faut arriver à prendre en charge pour diminuer leur comorbidité. Alors juste, je m'arrête là, une question un peu plus vaste. Finalement, quand vous regardez l'enquête européenne, et le code de peloton de la formation des médecins généralistes en France, est-ce que finalement ça vous amène à vous dire il faut peut-être qu'on fasse évoluer le système parce que c'est pas normal qu'ils soient aussi peu à l'aise finalement dans ce type de pathologie? Alors il y a certainement des questions en effet il y a certainement beaucoup de facteurs explicatifs
pour expliquer ça. Il y a la formation, le fait que la spécialité est récente, que plein de pays sont bien plus en avance sur les modèles d'organisation des soins primaires, sur la formation, sur la recherche aussi en soins primaires. C'est un autre vaste sujet passionnant, mais voilà. Il y a aussi le fait, certainement, un certain contexte culturel aussi dans notre pays qui fait qu'on est moins à l'avance et qu'on voit que certaines campagnes encore de publicité, des campagnes de lutte contre l'alcool, par exemple, sont censurées. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un contexte sociétal important. Après, pour autant, je pense que c'est quelque chose que les enseignants et les médecins ont bien en tête et essayent de contrer du mieux que possible, mais plus on donnera, moi je suis convaincue que plus on donne des moyens de travailler en pluriprofessionnalité et de faire du lien avec les acteurs, plus on se forme comme ça. On voit bien ça avec le dispositif de soins partagés en psychiatrie, quand on a une évaluation, un retour du patient un retour du psychiatre standardisé sur un autre patient, on apprend, c'est en échangeant qu'on apprend et qu'il y a un transfert de compétences qui se fait, et je pense qu'il est indispensable à faire aussi, et ça c'est un moyen qu'on peut mettre en place de façon courte. Merci beaucoup. Des questions dans la salle? Oui, monsieur? Oui, vous parlez de microstructure addiction, je comprends, c'est une maladie. Vous parlez de microstructure santé mentale, je comprends, c'est une maladie. Et vous parlez de microstructure précarité, là je ne comprends pas du tout. Vraiment pas du tout, parce que pour moi la précarité, ce n'est pas une maladie. Et mettre ça sur le même plan, vraiment je suis halluciné. D'accord. Alors, c'est pas moi qui les mets sur les mêmes plans, c'est ce qui est expérimenté en effet. Il y a des microstructures qui sont mises en place pour différentes thématiques qui ont été définies. Après, en effet, on est d'accord, je suis tout à fait d'accord que c'est pas une maladie. On peut discuter est-ce que l'addiction est une maladie environnementale. Enfin, voilà, il y a plein de débats là-dessus. Pour autant, en fait, c'est pas tant est-ce que l'étiquette, mais c'est les moyens qu'on y met, c'est quels moyens on met en place pour arriver à répondre aux besoins d'une population et réduire les inégalités sociales de santé, c'est un challenge important pour les soins primaires et c'est un levier important. Donc c'est pour ça qu'il y a cette appellation-là. Mais c'est plutôt sur les moyens qui vont être mis en place que sur l'étiquette. Mais en tout cas, on sait qu'on a des patients qui ont des besoins à ce niveau-là. C'est le travail des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Oui, mais les MSP, si on leur met pas de moyens, si on ne met pas de travailleurs sociaux, d'assistants sociaux, qui ne font pas de lien avec ces acteurs-là, ils ne pourront pas forcément lutter contre les facteurs qui créent l'inégalité sociale de santé. Donc c'est comment amener des moyens pour pouvoir prendre en charge mieux ces problématiques-là. Sans que ce soit en effet une maladie, tout à fait, on est d'accord. Je suis quand même pas convaincu. Pour moi, c'est le boulot des médecins de famille de s'occuper de ça, et dans les MSP, ils vont trouver les moyens, sans problème. Le problème, c'est qu'ils n'y arrivent pas, peut-être, aux médecins de famille. Il n'y a pas forcément de moyens spontanément pour lutter contre ça, non. Merci, bon, c'est une réflexion intéressante. D'autres questions? On est bon, mais si je vous remercie beaucoup, professeur Dupuy. On va laisser la parole maintenant au docteur Valentine Delaunay, donc, qui est médecin généraliste et addictologue, médecin coordinateur, je le serais dit, préciser un peu quelle structure, parce que ces acronymes sont toujours très compliqués. Elle va nous parler de l'articulation du soin de réadaptation en addictologie dans le parcours de soins des patients porteurs de pathologies duelles. Je vous laisse la parole. Ce micro va bien, si ça vous va. Oui, parfait, merci. Bonjour à tous. Merci d'abord à 2PAO d'avoir organisé cette rencontre et merci à vous tous qui êtes présents pour entendre tout ça, parce que c'est ça qui fait changer les mentalités, les pratiques et ces journées de rencontres sont très importantes. Donc je suis médecin coordinatrice à la clinique de la recouvrance qui est ce qu'on appelait avant une post-cure et maintenant on appelle ça un SMRA. Donc soins médicaux de réadaptation en addictologie, on a appelé ça SSRA aussi, ça change de nom tout le temps, c'est super pratique. Donc on accueille des patients à Fronton pour toutes addictions confondues. La recouvrance est un établissement privé qui a été racheté par Ramsay en 2020. Qui est doté de 45 lits d'hospitalisation complète. C'est un établissement qui est semi-ouvert, c'est-à-dire que les patients ne peuvent pas sortir sans autorisation. Ça permet de travailler le principe de sortie thérapeutique en les préparant en amont et en les débriefant après. On propose un programme structuré sur 6 semaines avec des ateliers thérapeutiques et une prise en charge individuelle, une prise en charge qui est individualisée.
et un programme tobacco en option pour la réduction ou l'arrêt du tabac. Alors, nos particularités, c'est que, alors c'est tout à fait en lien avec les interventions de ce matin, on a un pédopsychiatre qui intervient 2 jours par semaine, et les pédopsychiatres, il n'y a rien de mieux pour dépister les TDAH dans l'enfance du patient. Et donc pour proposer du méthylphénidate dans l'addiction à la cocaïne. Donc on a un psychiatre libéral qui vient, qui fait passer les DIVA et qui instaure les traitements. On augmente les doses progressivement, et quand le patient sort, parfois on est confronté à des difficultés de continuité du traitement et de la prescription. On a une valence aussi particulière sur les psychotraumas. On a la chance d'avoir 3 psychologues, alors pas à temps plein, il ne faut pas rêver, 3 psychologues qui sont formés à l'EMDR et qui pratiquent quand elles le peuvent, parce que tous les patients n'ont pas forcément la possibilité de recevoir ce soin. Il faut d'abord travailler les ressources et le lieu sûr, donc ça peut prendre du temps. Mais quand elles arrivent à faire 2 séances pendant le séjour, c'est formidable, et on voit une amélioration sur les symptômes de stress post-traumatique. On a une valence aussi sur les troubles cognitifs liés aux addictions, avec une pratique d'expertise qui est bien établie, qui manque malheureusement de moyens, et on attend des subventions de l'ARS pour pouvoir en faire plus. Donc on prend des patients qui ont fait un accident de sevrage il y a quelques semaines à quelques mois, qui ont une autonomie suffisante pour pouvoir évoluer dans notre établissement, et on les aide à retrouver le plus possible d'autonomie, et on prépare à l'institutionnalisation ou à un projet de famille d'accueil. Donc les pathologies duelles, c'est au cœur de notre métier, parce qu'on a, comme on le verra, 60% de patients qui sont porteurs de pathologies duelles, et on a la chance de pouvoir proposer un suivi psychiatre et psycho. On a 350 patients par an, et ça fait quand même beaucoup d'actes. D'ailleurs, on recrute, on cherche un psychiatre addicto si ça intéresse quelqu'un. Voilà, il s'en va en décembre. Et on a des projets en lien avec l'ARS. On a une extension de 20 lits supplémentaires qui a été accordée en septembre 2021, avec une rénovation du site qui est prévue. Et donc cette reconnaissance troubles cognitifs sévères liés aux addictions, il nous manque un peu de moyens pour pouvoir accueillir les patients sévères. Pour l'instant, c'est les patients modérés, on va dire. Notre programme s'articule avec une direction de plusieurs objectifs. Ça peut être un maintien de l'abstinence durable, ou des techniques, des stratégies de réduction des risques et des dommages. C'est orienté vers la prévention de la rechute dans tous les cas. On aide à consolider la motivation au suivi, et avec construction d'un projet de sortie, et on aide à consolider l'autonomie avec une approche pluridisciplinaire. Donc il s'agit de séjours de rupture par rapport au contexte et à l'environnement, avec un contrat de soins dans le but de développer une alliance thérapeutique. Et parfois les patients n'ont jamais eu de suivi addicto, ne savent pas ce que c'est qu'être suivi par des intervenants addicto, et c'est très important pour eux de pouvoir comprendre ce que c'est l'alliance thérapeutique pour prendre les rendez-vous pour le suivi. On leur propose une expérience d'évaluation dans l'abstinence pendant ce séjour, c'est-à-dire que tous les produits psychoactifs en dehors du tabac et des médicaments qui sont délivrés à l'infirmerie sont interdits, donc y compris la bière sans alcool, le CBD, le poppers et plus. Donc on utilise l'éducation thérapeutique, des prises en charge personnalisées avec du suivi individuel psycho une fois par semaine, ce qui est très précieux. Il y a aussi le versant thérapie institutionnelle avec le collectif qui est très important. On a un bar thérapeutique. Voilà, il y a des règles du collectif qu'on travaille beaucoup au niveau du cadre. Donc c'est de la thérapie de groupe essentiellement. On valorise les changements. Voilà. Alors les différents ateliers qu'on propose, il y a des groupes de parole, de TCC, d'affirmation de soi, d'entraînement aux habiletés sociales, de la stimulation cognitive. Il y a un patient expert qui vient d'être validé dans son parcours, qui intervient aussi. Il y a de l'activité physique adaptée, des activités artistiques, un groupe Vivons Ensemble, le bar thérapeutique, de l'éducation à la santé sur le sommeil, l'observance
du traitement, des choses que les patients apprécient beaucoup. Un atelier budget, logement. On a une assistante sociale présente à 80% sur la structure, c'est très précieux aussi. On a l'intervention d'associations d'usagers, Vie Libre et les Alcooliques Anonymes et AIDS parfois, et des ateliers de préparation à la sortie. Donc on a plusieurs médecins, un psychiatre, des infirmiers, des ASH, des secrétaires, des psychologues, une animatrice, une art-thérapeute, une diététicienne, une APA, un kiné un tout petit peu, une assistante sociale et notre patient expert. Alors, au niveau des données qu'on a pu recueillir sur les pathologies duelles, depuis qu'on a été racheté par Ramsay, il y a un truc qui est bien dans les grands groupes, c'est qu'on mutualise les moyens et qu'on a une team qui était très proche de nous et qui a pu nous sortir des chiffres sur notre activité 2020, 2021, 2022. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a à peu près, depuis la fin du Covid, 300 patients par an, avec une moyenne de 400 séjours par an, donc il y a des patients qui viennent plusieurs fois, et une moyenne de durée de séjour, donc 6 semaines c'est 42 nuits, mais il peut y avoir des prolongations, une moyenne de séjour qui est aux environs de 42 nuits, et ils font en moyenne pratiquement tout le séjour. Le produit qui est le plus représenté, c'est l'alcool, avec 75%. La cocaïne qui monte, qui est passée de 9 à 14,5% entre 2020 et 2022. Et les autres drogues qui comprennent la 3-MMC, le cannabis. Alors les patients qui viennent que pour le cannabis, c'est quand même assez rare. Chez nous, on est à 7% à peu près des indications. Au niveau des comorbidités psy, donc les patients qui viennent du secteur psychiatrique avant l'entrée représentent 16% des admissions. Les patients qui vont sortir en psychiatrie représentent 6%. Et le total des patients avec une comorbidité psy représente 58%. C'est-à-dire que ceux qui nécessitent une prise en charge spécifique, que ce soit dans un parcours d'automédication, donc avec un trouble addictif secondaire à un trouble psy primaire, ou l'inverse, un trouble psy émergent au-delà d'une addiction primitive, ces patients-là représentent 2/3 de nos patients. Alors, les psychos ne seraient pas d'accord avec ce que je dis, parce que les psychos ils disent qu'on a 100% de pathologie duelle, parce qu'ils sont tous polytraumatisés, et ils ont tous au minimum un syndrome de stress post-traumatique. Donc, on a identifié avec le temps des particularités à ces patients qui font qu'on a fait évoluer nos pratiques. Donc dans la phase de préadmission, on a identifié des conditions nécessaires pour que le séjour après se passe bien, c'est-à-dire qu'on prend les patients quand ils sont stabilisés au niveau somatique et psychiatrique. Et ça, ce sont des évaluations très subjectives. Quand j'ai parfois des psychiatres de marchands au téléphone, ils ont du mal à comprendre que notre crainte, c'est qu'au bout de 3 semaines, le schizophrène paranoïde qu'il nous propose ne supporte plus le collectif et qu'on doit le faire sortir et que ça serait bien qu'il s'engage à le reprendre si ça se passe mal. Donc voilà, c'est un message pas très subliminal. Idéalement, les patients doivent être sevrés avant l'admission. Alors pour l'alcool, évidemment, parce qu'il y a un risque de décompensation de la comorbidité psy, et il y a un risque aussi de DT ou de convulsion de sevrage, de délirium tremens, pardon. Donc le patient doit absolument être hospitalisé avant de venir, et plutôt en secteur psychiatrique s'il y a une comorbidité psychiatrique connue. Pour les autres produits, s'il a réussi à réduire de façon maximale en ambulatoire, c'est suffisant. S'il n'est pas complètement sevré, c'est pas grave. On peut déjà commencer à travailler avec ça. Et pour l'addiction aux opiacés, il faut que l'objectif de mise sous traitement ou de réévaluation du dosage vers l'augmentation du traitement addictolytique opiacé, ça soit un objectif fixé à l'avance avec le patient et le médecin dresseur. Il faut que ça soit validé, sinon ça ne marche pas. Il faut que les démarches sociales aient déjà été initiées, parce que si le patient n'a pas de logement, pas d'hébergement, ça va être compliqué. Ce n'est pas en 6 semaines qu'on va résoudre le problème. Et pour les profils anxieux, impulsifs,
Tout ça, pareil, l'engagement à la reprise en hospitalisation, c'est quelque chose d'assez indispensable. Donc on propose des séjours de 6 semaines, et pour que ça se passe bien, il faut que le patient soit OK avec le collectif. Donc les consommations, les comportements, l'hygiène, les repas, la participation aux ateliers. Tous les ateliers sont obligatoires. Il faut qu'il soit OK avec l'équipe, c'est-à-dire que si jamais il y a des consommations, il faut l'amener à pouvoir en parler, à les confier, à ce que ça soit critiqué, parce que s'il reste dans le déni, il va sortir. Et on valorise l'alliance thérapeutique, on essaie de l'entretenir. Et si le patient est OK avec lui-même, c'est ce qui va faire qu'il va pouvoir rester 6 semaines. S'il décompense, ça ne va pas marcher, ça va s'interrompre. Alors parfois une chambre seule, ça peut aider, ça aussi c'est quelque chose qu'on anticipe à présent. Donc en pratique, c'est des séjours plus compliqués, avec plus de séjours écourtés, plus de transferts en psychiatrie, avec plus de consommation, de rupture de contrat, et quand ils sortent, c'est des conditions plus ou moins bancales qui peuvent être très problématiques. À la sortie, pour avoir un rendez-vous en CMP, c'est parfois sportif. On est confronté à des secrétaires qui ne comprennent pas que comme le patient est déjà suivi en XAPA, il n'a pas besoin d'un suivi en CMP en fait. Donc c'est compliqué. Poursuivre la prescription des addictolytiques, c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué. Alors maintenant, en plus, il y a le méthylphénidate. Il y a aussi un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est le topiramate dans l'addiction à la cocaïne. Comment on fait pour les jeunes femmes en âge de procréer qui doivent voir absolument un neurologue pour la primo-prescription? Moi, je n'ai pas trouvé. Si vous avez un neurologue à Toulouse qui fait ça, vous me le dites, parce que moi, je suis preneuse. Quant au logement, à l'hébergement, alors les appartements thérapeutiques psy, les appartements thérapeutiques addicto, on n'a pas de cartographie, c'est difficile pour avoir une idée déjà du réseau. On a vraiment besoin de partenariats. Et alors, je vais vous raconter un petit cas clinique très rapidement. Oui, 1 minute. Ouais. Donc, on a un patient de 44 ans qui est toujours hospitalisé chez nous, qui nous a été adressé par le SMPR après une incarcération de 9 mois à Seyss, qui a des antécédents d'addiction aux opiacés, une pratique de consommation alcool, cocaïne en injection, qui a pu stopper sa consommation dès qu'il est rentré en prison. Et en fait, depuis qu'il est sorti, on a dû faire plusieurs séjours de rupture parce qu'au niveau du collectif, c'est de plus en plus compliqué. On a traité son hépatite C, c'était une rechute, donc il a eu le traitement par Epclusa. On a diagnostiqué son TDAH, on l'a mis sous méthylphénidate, on a réévalué son traitement par BHD, par buprénorphine, puisqu'il était sous Buvidal en injection, en incarcération. Alors pareil, s'il y a un XAPA qui se dirige vers l'injection de Buvidal à Toulouse, faites-moi signe, parce que ça a l'air de bien marcher, mais il n'y en a pas. Et au final, toutes les demandes qui ont été faites, on est confronté à des refus. C'est-à-dire que les appartements thérapeutiques addicto, alors là il s'agit de Castelnaudary, je ne cible personne, nous ont répondu, ce patient est trop psy, et effectivement, il est un peu compliqué. Et les appartements de home nous ont répondu, non, il est trop addicto. Donc voilà, on en est là. Alors on a fait d'autres types de demandes, on est confronté à un patient qui cumule toutes les malchances, le dossier MDPH n'est jamais arrivé, il a fallu le refaire, alors on a tout coché, SAMSA, tout ça. Bon. Donc voilà, c'était un exemple d'un cas clinique qui cumulait tous les problèmes qu'on peut rencontrer au quotidien avec les pathologies duelles dans des situations très complexes. Merci beaucoup. Merci. Les patients sont toujours trop ou pas assez, je ne sais pas si vous avez remarqué. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez une aide à apporter pour régler le problème de ce patient? Est-ce que vous connaissez un neurologue qui prescrit? Bon, donc je vois que vous aussi, vous avez du mal à orienter vers les CMP, semble-t-il. Ok, pas de questions? Merci beaucoup. Merci, docteur Delaunay. On va l'applaudir encore. Alors, c'est un grand bonheur d'accueillir Serge Vanière, avec qui nous partageons beaucoup de choses en commun, l'UNAFAM, donc délégué régional en Occitanie. Et c'est vraiment un grand bonheur de l'accueillir aujourd'hui. Donc, vous allez nous parler des pathologies duelles, un embarras, entre guillemets, accru pour les familles.
Oui, merci docteur Olivier. Nous pourrions partager plus de choses, mais par manque de temps et de bénévoles, on ne peut pas toujours. Alors, je suis effectivement délégué de l'UNAFAM pour la région Occitanie, mais j'ai conservé ma fonction d'accueillant à l'UNAFAM parce que c'est essentiel. Donc, j'accueille les familles, et plus précisément les familles dont un proche, malade certes, est sous main de justice. Alors, entre la pathologie psychiatrique et le centre de détention, eh bien, il y a souvent les addictions. Alors, je vous confirme, c'est une excellente passerelle pour passer de l'hôpital dans un centre de détention. Et ce que nous déplorons souvent à l'UNAFAM, et parce que nous avons la connaissance, en recevant les familles lors d'entretiens, de connaître le parcours, souvent sur des décennies, de leurs proches malades. Et nous déplorons qu'à un moment donné, eh bien, le parcours médical se transforme en parcours judiciaire par un manque de prise en charge appropriée. Alors, j'ai intitulé cette petite intervention, je n'ai pas fait de diaporama, mais elle est tirée d'un diaporama, les embarras des familles. Alors, j'aurais pu dire la souffrance des familles, j'aurais pu dire la douleur des familles, l'effondrement des familles, mais je me suis aperçu que lorsque l'on produit ce genre de choses, eh bien, on récolte de la compassion, de la pitié, voire un jugement moral, mais que c'est peu propice à donner ou construire de l'aide pour les familles. Donc, je préfère parler d'embarras. Alors, ce n'est pas sous-estimer justement la situation des familles, parce que l'embarras, vous le savez, en médecine, ça conduit bien souvent à une obstruction, un embarras gastrique ou un embarras intestinal. Et c'est souvent une obstruction qui se passe dans les familles, c'est-à-dire que l'on constate toujours au cours des entretiens un effondrement total, psychologique, moral, du point de vue professionnel, du point de vue familial. Il y a aussi une réaction souvent de colère, notamment au début, parce qu'on ne comprend pas, on se rebelle, ce qui est bien normal. Vous reconnaissez là un petit peu les symptômes de réaction à des stress chroniques poussés. Il y a aussi la fuite. Alors c'est un peu l'apanage, je dois le dire, des papas, comme on disait à l'UNAFAM dans le temps. Souvent, les personnes que l'on reçoit à l'UNAFAM, ce sont des mères, des mamans, comme on disait toujours à l'UNAFAM, ou bien des sœurs. Et puis, il y a un autre type de réaction sur lequel nous nous appuyons, c'est un besoin d'action. Vous savez, quand vous êtes dans une situation de stress, le meilleur moyen d'y échapper, c'est d'entrer dans l'action. Et ce besoin d'action, c'est un besoin pour les familles, on peut le traduire par un besoin de connaissance. Alors tout naturellement, je vais vous parler de la psychoéducation parce que c'est ce qui nous semble être un des meilleurs remèdes à l'aide aux familles. Mais jusqu'à présent, on a parlé des patients. Alors on va un petit peu s'éloigner du statut de patient parce que pour nous, bien sûr, nous ne sommes pas des professionnels, ni des médecins, ils ne sont pas des patients, ce sont des proches malades tout simplement. Et les familles ont affaire avec donc ces proches qui vont amener dans la famille un certain nombre, je disais, des embarras, des obstacles, des choses extrêmement difficiles à surmonter parce qu'il y a un sentiment de honte, il y a un sentiment de ne pas avoir bien fait les choses parce qu'il y a un manque d'explication. Et l'explication, l'information, la formation pour les familles est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors c'est essentiel si on le replace dans le contexte général. Pourquoi ? Parce que vous savez que pour ces maladies chroniques, eh bien, forcément, il y a une notion de parcours qui est extrêmement importante. Et dans un parcours, et surtout dans le parcours des personnes qui ont des troubles psychiques, ce qui est important, ce sont les ruptures, c'est ce qu'il faut éviter à tout prix. Et lorsqu'il y a un oubli, finalement, dans ce parcours, et souvent ce sont les familles, c'est la collaboration avec les familles, eh bien, les risques d'abandon du traitement, par exemple, les risques de se retrouver à la rue, le risque de se retrouver en détention, l'information, le partenariat avec les familles peut limiter grandement, si vous voulez, ces risques. Alors, je vais vous dire 2 mots de l'UNAFAM quand même. Tout le monde ne connaît peut-être pas l'UNAFAM, c'est une association. Alors, je suis heureux de vous dire que nous avons 60 ans dans ces jours-ci. Depuis 60 ans, l'UNAFAM accueille les familles avec, et c'est une notion importante, avec un sentiment d'espoir. C'est ce qui a toujours uni les membres de l'UNAFAM, les adhérents et surtout les bénévoles. L'espoir que ça pourrait aller mieux. Alors, il y a 60 ans maintenant, un groupe de psychiatres a fortement encouragé les familles à s'unir parce qu'elles ne pouvaient tout simplement pas faire face
à la maladie d'un proche, et vous le savez, c'est extrêmement compliqué. Vous, en tant que professionnel, vous vous y heurtez. Et les sont fortement encouragés à s'unir et à essayer de comprendre, de savoir ce qui se passe, et de pouvoir aussi conseiller les soignants, et jusqu'aux députés, parce que nous travaillons même à l'élaboration des lois, qu'on peut changer les choses. Alors, les pratiques, vous le savez, ont évolué. On parle actuellement de rétablissement, on parle de réhabilitation psychosociale et on parle de pathologie duelle. Alors pour nous, c'est un... Et je vous remercie par la même occasion de nous avoir invités parce que pour nous, c'est un énorme cadeau d'anniversaire que ces notions-là soient maintenant prises au sérieux, qu'on puisse en parler, qu'on puisse les élaborer, les affiner. Alors, je vous dis tout de suite, et j'ai entendu une réflexion ce matin, elles ne sont pas encore entrées dans les pratiques courantes. On se heurte encore à une prise en charge simultanée, avec un retour sur la première prise en charge entre la psychiatrie et les addictions, mais on en parle. Et puis, il y a déjà des dispositifs innovants qui sont importants et qui vont, je pense, améliorer la prise en charge et aussi réduire les embarras des familles et donc leur stress, je dirais, chronique. Alors, quand nous recevons des familles, eh bien, elles évoquent des situations d'embarras, donc je vous disais, liées à la détérioration subite ou progressive de la relation avec le proche malade. Alors vous allez reconnaître les symptômes de comportement de vos patients. D'embarras liés à l'effondrement de ce qui, pour la personne malade, pouvait être raisonnablement envisagé par la famille pour sa vie future. D'embarras liés à la désorganisation dans laquelle se retrouve l'entourage. Et d'embarras liés à l'isolement, comme pour les malades, dans lequel sont plongés inévitablement les proches de la personne malade. Alors, un embarras, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas rien. Les familles sont plongées systématiquement dans un stress permanent chronique, qui va développer aussi des comportements un petit peu difficiles et puis surtout qui peut déboucher sur des, vous le savez mieux que moi, sur des pathologies somatiques. Au cours de ces entretiens d'accueil, donc, les familles ont énormément de difficultés à évoquer donc, les troubles de comportement de leurs proches relatifs aux deux pathologies. Vous comprenez aisément que ça embrouille un petit peu les choses. Et ça révèle donc pour nous les profondes difficultés relationnelles dont elles souffrent et témoigne aussi de l'état de fatigue et de confusion dans lequel elles se trouvent. Alors, nous l'attribuons effectivement à un manque de compréhension des choses. Elles ne comprennent pas la situation, elles ne comprennent pas les symptômes. Déjà, elles ont, vous savez, c'est un grand soulagement quand on dit aux familles c'est un symptôme d'une pathologie. Donc c'est assez rare lorsqu'on annonce, par exemple, certaines familles viennent nous voir et nous disent je suis soulagé, mon fils est schizophrène. C'est un petit peu étonnant. Mais auparavant, il n'y avait pas de diagnostic, il n'y avait pas l'idée de pathologie, de maladie, et donc il n'y avait que des jugements moraux. Il est méchant, il est cruel, il est ceci, cela, puis les reproches de mauvaise éducation. Donc vous voyez comment en psychiatrie, mais vous le savez mieux que moi, mais j'ai plaisir à vous le redire, les choses sont un petit peu inversées, des fois. Alors, il y a des situations, mais que vous connaissez aussi sûrement, qui sont à expliquer aux familles. Vous savez, quand je reçois des familles, alors j'ai fait des accueils, j'en fais un petit peu moins, je vous l'ai dit aujourd'hui, mais souvent quand les familles m'exposaient notamment des symptômes liés à la consommation de produits, je revoyais, vous savez, cette pancarte qu'on voyait dans les gares, la SNCF, un train peut en cacher un autre. Souvent, les manifestations de la consommation, notamment de cannabis ou d'alcool, cachent en fait le développement d'une pathologie. Et les familles s'y trompent. C'est dommage parce que c'est un retard considérable pour la prise en charge. Et des familles d'abord pour les informer sur la situation réelle et la prise en charge des patients par la suite. Donc on a des fois des années, voire des décennies de retard parce que le proche, moi je parle de proche, est catalogué comme étant consommateur d'alcool ou de cannabis. Alors, j'en viens
au principe de psychoéducation des familles. C'est quelque chose de très important. Nous sommes, je les remercie si il y a des membres de l'ARS ici, nous sommes soutenus par l'ARS pour les groupes de parole, par exemple. On est soutenu aussi directement par la CNSA pour l'organisation de stages ou de réunions d'information ou de formation. On a tout un catalogue de formation des familles qui viennent à leur secours pour leur expliquer un petit peu la situation, pour leur dire qu'est-ce qu'elles pensent, qu'est-ce qu'elles doivent penser plutôt de cette situation. Donc, cette psychoéducation doit aboutir à une alliance entre les soignants, les patients et l'entourage, qui est profitable à tout le monde, je dois le dire. Chaque fois que nous avons des familles qui entrent, si vous voulez, dans ce parcours de formation, eh bien, le bénéficiaire, et c'est quand même la cible pour tout le monde, nous nous occupons des familles, mais au travers des familles, on veut bien sûr aller jusqu'au... 3 minutes. Bien, donc je vous ai parlé de l'offre de l'UNAFAM, qui est quelque chose d'important. Je vous l'ai dit, on est soutenu par les institutions, mais pour vous dire franchement les choses, on aimerait qu'il y ait davantage, allez, je ne vais pas parler d'adressage, mais de conseils aux familles sur cette nécessité, peut-être pas qu'envers l'UNAFAM, que vers l'UNAFAM, parce qu'il y a d'autres associations, mais cette nécessité de devoir s'informer, de se former, pour améliorer leur positionnement vis-à-vis de leurs proches malades. C'est ça qui est important. Alors, il y a des situations qu'évoquent les familles, que demandent les familles. C'est par exemple, alors c'est très concret, la possibilité de consulter sans la présence de leurs proches malades. Parce qu'au début, et notamment pour une prise en charge précoce, il faut qu'il y ait, malheureusement, parce que vous savez, dans la pathologie psychiatrique, on n'en prend pas conscience quand on est malade, donc il faut une stratégie. Il faut une stratégie de prise en charge. Et les familles sont bien capables de le faire parce qu'elles ne connaissent pas justement les caractéristiques de ces pathologies. Donc une aide aux familles très précoce serait absolument indispensable. Ensuite, lorsque ce n'est pas fait tout au début, par l'envoi possible d'une équipe mobile chargée d'évaluer la situation. Alors, j'ai bien écouté ce matin le dispositif qui a été mis en place à Montauban et qui s'apparente à cette demande des familles, et c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire se déplacer sur place, aller auprès de la personne malade, mais auprès de son entourage s'il existe, de façon à élaborer justement une stratégie de prise en charge qui n'aboutisse pas forcément sur une hospitalisation, mais l'hospitalisation qui devient indispensable si on n'a pas justement une stratégie au préalable. Et en cas d'hospitalisation, il faut aussi qu'il y ait une équipe sur place. Alors ça peut être à partir du SAMU par exemple, mais pour expliquer aux familles la procédure d'hospitalisation sous contrainte qui devient pour la famille et pour la personne malade, comme vous le savez, un traumatisme quand c'est mal préparé. Voilà, donc... Pour terminer, je dirais la prise en charge globale, celle qui est préconisée par les pathologies duelles, systématique de l'ensemble des troubles de comportement, configuration de pathologies duelles, éviterait et diminuerait fortement pour les familles et pour le patient le poids de la culpabilisation et de la double stigmatisation, parce que les familles sont socialement énormément stigmatisées. Voilà, et je peux vous dire que la culpabilisation, le sentiment de honte, de stigmatisation sont... Pendant les entretiens de l'UNAFAM que nous avons avec les familles, les blocages les plus fréquents qui retardent considérablement la prise en charge médicale. Merci. Merci beaucoup, Serge Ranière. Des questions dans la salle ? Préoccupation constante d'intégration. Est-ce que vous avez, M. Vanière, est-ce que vous avez le sentiment que les choses progressent au fil du temps ? J'ai l'impression, moi je suis un vieux psychiatre maintenant, mais j'ai l'impression que quand je pense à mes débuts et aujourd'hui, il me semble qu'on a quand même pas mal progressé dans l'intégration et le partage avec les familles. C'est pas encore généralisé, c'est pas suffisant, mais qu'il y a des progrès nets. Alors oui, il y a des progrès. Je vous le disais, ce n'est pas encore arrivé jusqu'aux pratiques courantes. Mais il y a des progrès. Je suis là aujourd'hui, ça fait partie du progrès. Une relation cordiale, très cordiale que nous avons avec le docteur Olivier font partie de ce progrès. Mais le fait de parler de psychiatrie aussi, c'est un progrès parce que avant, je me souviens, mes premières interventions à la CRSA, à l'ARS, parler de psychiatrie, c'était un gros mot. On me disait, c'est pas le jour, c'est pas l'heure, c'est pas le moment. Voilà, maintenant on en parle, des fois un peu trop, mais on en parle. Donc je peux constater, j'ai 10 ans
bons et loyaux services à l'UNAFAM, et je peux constater un progrès effectivement important. Voilà. Donc, il faut continuer. Il faut continuer, oui. Merci beaucoup.